Et bonjour. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler de rhétorique. Pour ce faire, j'ai utilisé Gorgias de Platon, où Platon nous rapporte les propos de Socrate qu'il a eu dans une conversation du coup avec Gorgias et d'autres personnes. Aujourd'hui on va se focaliser sur la partie 1 de Gorgias. Dans cette partie, Socrate discute avec Gorgias. On verra les échanges qu'il a avec Polos et Calliclès une prochaine fois. Alors cette problématique de la rhétorique, c'est une problématique essentielle de la philosophie. Le philosophe, son antagoniste, c'est le sophiste, c'est l'adepte de la rhétorique. Donc c'est une problématique essentielle. Et Socrate, en tant qu'un des fondateurs de la philosophie, eh bien, comment dirais-je, c'est une figure très importante relativement à cette problématique. Le fondement de la philosophie, un des fondements de la philosophie, c'est Socrate, un des premiers. Même si on prête l'invention du mot philosophie aux pythagoriciens, on n'a pas beaucoup d'écrits des pythagoriciens. Alors que Socrate, lui, on a beaucoup d'écrits sur lui. Et donc, du coup, on pourrait dire en tant que première guest star de la philosophie, c'est un philosophe important. Donc Socrate est important. Son point de vue, du coup, sur le sophisme et la rhétorique est important. Il est au fondement de la discipline de la philosophie. Donc, de fait, il est important. On peut être en 2024 et avoir des idées sur la rhétorique, sur la philosophie. Il n'empêche que la discipline appartient en quelque sorte à Socrate. Donc, quelles que soient nos idées, en tant que fondateur, si on parle de philosophie, on est obligé de se référer à lui. Je ne suis pas un adepte de l'orthodoxie de façon générale, je pense qu'on peut innover, etc. Mais si on innove, peut-être qu'on fabrique une nouvelle discipline. Donc, par exemple, dans les arts martiaux, le karaté, c'est le karaté. Il y a une certaine orthodoxie. C'est un sport de combat à main nue, voilà, à main nue, sans armes. Si on utilise des armes, c'est plus du karaté. C'est une autre discipline. Ça peut être du combat, c'est pas du karaté. Donc bon, Socrate en tant que fondateur, provoque une certaine orthodoxie. On peut être contre, on a le droit d'être contre, on peut critiquer. J'invite tout le monde à avoir un esprit critique. Mais du coup, si on s'éloigne de cette orthodoxie, ce qu'on fait, c'est peut-être pas de la philosophie. C'est une question qu'il faudrait se poser. C'est une belle question. Faut-il être dans l'orthodoxie des fondateurs de la philosophie pour être philosophe? Donc, aujourd'hui, je dis que Socrate étant un des fondateurs, il faut s'intéresser à ses propos sur la rhétorique. Il se trouve que cette notion de philosophie, de rhétorique, eh bien, elle est beaucoup étudiée dans une des spécialités du nouveau bac. Voilà, le bac a été réformé, aujourd'hui il y a plusieurs spécialités. Une de ces spécialités s'appelle HLP, Humanité, Littérature et Philosophie. Dès la classe de première, les étudiants doivent choisir 3 spécialités. Ils n'en auront plus que 2 en terminale, ils en enlèvent une des 3. Et donc pour les étudiants qui choisissent la spécialité HLP, il y a un programme bien entendu pour la première et la terminale. Et il se trouve que la rhétorique, elle est au programme d'HLP. Donc à un moment donné dans l'histoire, aujourd'hui je vais utiliser cet ouvrage, donc HLP, première édition Hatier. Il est lié au programme d'HLP, j'ai été vérifié dans le bulletin officiel s'ils étaient cohérents avec le programme
établis par l'éducation nationale, ils le sont. Donc du coup, on va utiliser ce support pour traiter le sujet. Donc du coup, on est sur un sujet qui embrasse deux disciplines. Une, c'est la philosophie. Celle-ci, elle est pérenne. Elle a des milliers d'années, 2500 ans peut-être. L'autre, c'est une discipline toute neuve, c'est la discipline HLP. Je ne suis pas sûr que dans 2500 ans, on parle encore d'HLP. Mais il me semble probable que dans 2500 ans, on parle encore de philosophie. Donc c'est une problématique, la problématique de la rhétorique qui est propre à la philosophie, qui est aussi propre à la discipline d'HLP. Je vais faire des ponts. En montrant de surcroît le lien avec le bac de philosophie tel qu'on le passe en terminale à notre époque. Donc commençons par étudier la rhétorique avec Gorgias. Dans une prochaine vidéo, on envisagera le sujet, on a dit, avec Calliclès et Polos, pardon. Pour vous présenter Gorgias, je vais un petit peu m'appuyer sur cet ouvrage que j'ai présenté tout à l'heure. Je trouve qu'on peut introduire très bien le sujet avec cet ouvrage, donc c'est ce que je vais faire. Ils vont nous présenter l'ouvrage. On est sur la fiche 17. Alors, le Gorgias est un dialogue rédigé par Platon vers 385 avant Jésus-Christ. Il porte sur la rhétorique, mais ouvre aussi un débat sur le genre de vie qu'on doit mener. Si la parole est une arme, il importe en effet de savoir au service de quoi il faut la mettre. On verra cette problématique de l'arme plus tard avec Gorgias. Platon met en scène son maître Socrate, qui lui sert de porte-parole dans une discussion avec Gorgias. L'échange se poursuit avec Polos, un jeune disciple du célèbre sophiste, et Calliclès, chez qui la réunion a lieu devant un public averti. Voilà à quoi on a affaire. Platon met en scène Socrate, qui lui sert de porte-parole. Socrate va discuter avec Gorgias, Polos, décidément, qui est un jeune disciple de Gorgias, du coup, le sophiste, et puis Calliclès. Le premier à prendre la parole dans l'échange avec Socrate, c'est Gorgias. Je vais faire bien sûr des ellipses, histoire d'essayer d'aller droit au but. Dans la conversation, Socrate interroge Gorgias et lui dit « Dis-nous, quel est l'art dont tu es maître et quel nom il faut te donner ?» La réponse de Gorgias, c'est « Mon art est la rhétorique. » Surcroît, Socrate rétorque, il faut donc t'appeler orateur. Et Gorgias de répondre, et bon orateur, Socrate. Donc, l'art de Gorgias, c'est lui-même qui nous le dit, c'est la rhétorique. Le nom qu'il faut lui donner, c'est orateur. Plus tard dans l'ouvrage, on verra que il y a aussi un parallèle qui est fait entre l'orateur et le sophiste. Mais pour l'instant, on va rester sur ces propos de Gorgias. Je rajoute quelques notes sur mon livre, quelque chose que j'avais oublié de mettre en perspective. Continuons. Donc, Gorgias, son art c'est la rhétorique, il est un orateur. La conversation continue. Socrate continue d'interroger. Réponds-moi donc de la même façon sur la rhétorique. De quel objet particulier est-elle la science? Réponse de Gorgias, des discours.
commence à avoir une définition. C'est Gorgias, le professeur de rhétorique, qui nous donne cette définition. La rhétorique, c'est la science des discours. On peut le noter. La rhétorique, donc, c'est la science des discours. La conversation continue. Je fais des ellipses toujours. Socrate va prendre la parole. Dis-moi, à présent, sur quoi portent ces discours? Quelle est, entre toutes les choses de ce monde, celle dont traite de ces discours propres à la rhétorique? Réponse de Gorgias, ce sont les plus grandes de toutes les affaires humaines, Socrate, et les meilleures. Donc, sur quoi portent les discours de la rhétorique, de l'orateur, sur les affaires humaines? C'est sur ça que cela porte. On pourrait se dire qu'a priori, ça pourrait parler de toute chose, puisque les humains sont concernés par tout ce qui est dans ce monde, mine de rien. Gorgias approfondit sa réponse. Ces choses dont traitent donc les discours de la rhétorique, c'est quoi? Les affaires humaines. Ces choses, ce sont celles... Cette chose, c'est celle qui est réellement le bien suprême, Socrate, qui fait que les hommes sont libres eux-mêmes et en même temps qu'ils commandent aux autres dans leur cité respective. Le bien suprême. Donc là, Gorgias, il est en train de rapprocher la discipline de la rhétorique et les discours qu'elle produit du bien suprême, le souverain bien. Notion importante dans la philosophie. J'y ai dédié une vidéo, le souverain bien, je vous laisse aller voir. Donc là, il rapporte les discours de la rhétorique au bien suprême, notre ami Gorgias. Mais pas seulement. Il parle des choses qui font les hommes libres et qui font que les hommes commandent aux autres. Liberté et pouvoir. La problématique de la rhétorique dans la perspective de Gorgias, elle est liée au souverain bien, elle fait au fait d'être un homme libre et au fait de commander aux autres. Commander aux autres, ça impliquerait une restriction de liberté des autres. On pourrait entendre déjà que dans la perspective de Gorgias, il y a plusieurs catégories de personnes. Les hommes libres, ces fameux adeptes de la rhétorique, les orateurs, qui commandent aux autres, qui eux ne sont pas libres. On commence à sentir un petit peu le personnage. Le propos que vient de tenir Gorgias interroge Socrate et lui dit « Mais que veux-tu dire par là ?» Gorgias va répondre. Il va nous parler du pouvoir de persuader. Je veux dire le pouvoir de persuader par ses discours les juges au tribunal, les sénateurs dans le conseil, les citoyens dans l'assemblée du peuple, et dans toute réunion qui soit une réunion de citoyens. Le pouvoir de persuader donc. Avec ce pouvoir, tu feras ton esclave du médecin, ton esclave du pédotribe, c'est le professeur de gymnastique. Et quant au fameux financier, on reconnaîtra que ce n'est pas pour lui qu'il amasse de l'argent, mais pour autrui, pour toi, qui sait parler et persuader les foules. Gorgias n'a aucune pudeur. Il nous dit sans pudeur que sa discipline vise à commander. Il nous dit sans pudeur qu'il est avide de pouvoir et que l'art qu'il enseigne, c'est l'art de persuader. Il nous dit qu'avec ce pouvoir, on peut faire un esclave du médecin, transformer le médecin en son esclave, le pédotribe de même, etc., etc. Faire son esclave. Un esclave. Quelqu'un qui n'a plus aucune liberté. Asservir en quelque sorte. Il nous dit que ça permet d'asservir à peu près tout le monde. La rhétorique, ce fameux Gorgias. Socrate
laisse parler Gorgias, continue de l'interroger, puis lui dit, à présent Gorgias, il me paraît que tu as montré d'aussi près que possible quelle est pour toi la rhétorique, et si je comprends bien ton idée, c'est que la rhétorique est l'ouvrière de la persuasion, et que tous ses efforts et sa tâche essentielle se réduisent à cela. Pourrais-tu en effet soutenir que son pouvoir aille plus loin que de produire la persuasion dans l'âme des auditeurs? Gorgias répond, nullement Socrate, et tu me parais l'avoir bien défini, car telle est bien sa tâche essentielle. Donc qu'est-ce que la rhétorique? La rhétorique, c'est l'ouvrière de la persuasion. On avance un peu dans la définition. Je ferai une synthèse plus tard, on reverra tous les éléments de définition produits par Gorgias sur la rhétorique. On va aussi bien entendu voir le jugement que porte Socrate sur les propos de Gorgias. Alors, on va voir une petite séquence maintenant qui est liée à une notion importante de philosophie, c'est la notion de justice. C'est une notion qui fait partie des notions qui étaient au bac philo 2024, qui seront sans doute au bac philo 2025 si on ne le fait pas évoluer d'ici là. Donc la notion de justice. Conversation continue. Socrate prend la parole. Il y a eu plein d'échanges entre Socrate et Gorgias. Je fais l'impasse sur tous ces échanges et on va aller vers la conclusion que tire Socrate de ces échanges. La conclusion sera suffisante pour saisir l'enjeu du propos. Voilà ce que nous dit Socrate. Puisque donc elle n'est pas la seule à produire cet effet, la rhétorique, et que d'autres arts en font autant. Nous sommes en droit, comme à propos du peintre, de demander encore à notre interlocuteur de quelle persuasion la rhétorique est l'art et à quoi s'applique cette persuasion. Ne trouves-tu pas cette nouvelle question justifiée? Donc, la conversation entre Socrate et Gorgias a abouti à l'idée que d'autres individus étaient capables de produire de la persuasion, d'autres individus que les orateurs, que les adeptes de la rhétorique. Et puisque d'autres individus sont capables de produire de la persuasion, Socrate interroge Gorgias. À quoi s'applique cette persuasion dont est capable la rhétorique? La question n'est-elle pas justifiée? Gorgias répond que si. Gorgias continue. Réponds-moi donc, Gorgias, puisque tu es de mon avis. Qu'est-ce que nous dit Gorgias? Gorgias nous dit, je dis que cette persuasion est celle qui se produit dans les tribunaux et dans les autres assemblées, ainsi que je l'indiquais tout à l'heure, et qu'elle a pour objet le juste et l'injuste. Donc cette persuasion se produit dans les tribunaux et les assemblées. Les tribunaux, c'est un espace bien défini. Les assemblées, c'est un espace où il y a beaucoup de monde, comme dans un tribunal. Et il peut y avoir des assemblées pour tout type de motifs. Cependant, Gorgias circonscrit l'objet de la rhétorique au juste et à l'injuste. Cette persuasion a pour objet le juste et l'injuste. Tout à l'heure, il nous disait que la persuasion à laquelle aboutissait la rhétorique pouvait faire de l'esclave, pouvait faire du médecin un esclave, notamment le Pétodribe de même, le professeur de gymnastique donc. Là, il nous dit l'objet de la rhétorique, c'est le juste et l'injuste. Ça peut nous sembler déjà paradoxal. Évidemment, Socrate va montrer à Gorgias un peu plus tard qu'il y a des paradoxes dans ses propos. C'est une des caractéristiques de Socrate que de montrer aux gens les paradoxes qui les animent et de leur poser des questions afin de faire émerger ces paradoxes. Autant on peut dire donc de Gorgias que son art c'est la rhétorique, autant on peut dire que de Socrate son art c'est la maïeutique. Et la maïeutique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'art de poser des questions pour accoucher les esprits. Et pour, par exemple, leur montrer les paradoxes qui les animent.
des incohérences. Un paradoxe, c'est une incohérence. On dit de la mère de Socrate qu'elle était une sage-femme, elle a couché des enfants, et de Socrate qu'il était un philosophe qui pratiquait la maïeutique et qui accouchait les esprits. Ici, dans la conversation, Socrate va plus tard accoucher donc un peu Gorgias et lui faire voir ses paradoxes. Et nous, le paradoxe, on le voit déjà. Tout à l'heure, Gorgias nous disait que l'objet de la rhétorique, c'était donc les discours, que cet objet, c'était que ça permettait cet art de faire du médecin ou du pédotribe son esclave. Or, faire de quelqu'un son esclave, ça n'a rien de juste. Donc il y a bien un paradoxe dans la pensée de Gorgias qui nous dit là à l'instant que le juste et l'injuste sont les objets de la rhétorique. Il y a quelque chose de paradoxal. Continuons. Donc là on était sur le sujet de la justice, une notion qui était au bac philo 2024 et qui sera sans doute encore au bac philo 2025. Je n'ai pas encore consulté le bulletin officiel. Et donc, la séquence que nous allons voir maintenant, elle est liée à la discipline HLP. Dans le manuel qui est présent ici, elle sera liée à la fiche 8, à la question 8. Et cette question, c'est: est-il raisonnable de croire sur parole? On va voir au travers de l'échange qu'il va y avoir entre Socrate et Gorgias qu'on peut utiliser des arguments qui vont émerger pour répondre à cette question. Donc là, par rapport à la discipline HLP, l'objet d'étude sur lequel on se penche, c'est les pouvoirs de la parole. Objet d'étude qui se décline en plusieurs sous-parties: l'art de la parole, l'autorité de la parole, les séductions de la parole, sous-parties qui elles-mêmes se déclinent en plusieurs sous-parties. Et donc la question c'est: est-il raisonnable de croire sur parole? Donc la conversation continue. Socrate va prendre la parole. Il va encore poser une question. C'est son art, l'art de questionner, d'accoucher les esprits. Te semble-t-il que savoir et croire, la science et la croyance, soient choses identiques et différentes? Cette question, elle est importante relativement à l'idée de maïeutique et d'accoucher les esprits. C'est pas Gorgias qui est en train de faire un discours sur la rhétorique qui dit la rhétorique c'est ci, la rhétorique c'est ça, la rhétorique c'est lié à la problématique de science et croyance. Non, non. C'est Socrate qui pose la question, science, croyance, qui conduit la conversation dans une certaine direction. Te semble-t-il que savoir et croire, la science et la croyance, sont choses identiques et différentes? Là encore, on est sur des notions qui sont liées au bac philo 2024, les notions de science, de religion et de vérité. 3 notions: science, religion, vérité. Je repose la question de Socrate. Te semble-t-il que savoir et croire, la science et la croyance, soient choses identiques et différentes? On pourrait dire où aurait été plus adapté. La conjonction de coordination ou plutôt que celle de et aurait été plus adaptée. Donc, te semble-t-il que savoir et croire, la science et la croyance, soient choses identiques ou différentes? Réponse de Gorgias: pour moi, Socrate, je les tiens pour différentes. Dans cette réponse, on voit que Gorgias n'est pas totalement irrationnel. Il sait distinguer savoir et croire, science et croyance. Il a l'intuition de la vérité quand même. Donc, Gorgias tient ces choses pour différentes. Socrate lui dit: tu as raison, et je vais t'en donner la preuve. Maintenant, c'est Socrate qui va prendre la parole. Si l'on te demandait: y a-t-il une croyance fausse et vraie? Tu dirais oui, je suppose. Réponse de Gorgias: oui. Socrate va prendre la parole. Il prend la parole au travers de ces questions. Alors, y a-t-il, Gorgias, une croyance fausse et une vraie?
Tu dirais oui, je suppose. Une croyance fausse et une vraie. Je crois que 2 plus 2 sont égales à 4. Une croyance vraie. Je crois que 2 plus 2 sont égales à 5. C'est une croyance fausse. C'est moi qui donne l'exemple. Donc 2 plus 2 égale 4, c'est un savoir. C'est de la connaissance. 2 plus 2 égale 5, c'est une croyance. C'est une croyance. Donc, y a-t-il Gorgias une croyance fausse et une vraie? Tu dirais oui, je suppose, réponse de Gorgias, oui. Autre question de Socrate. Y a-t-il de même une science fausse et une vraie? Gorgias. Pas du tout. Bah oui. Si c'est faux, c'est pas de la science. Socrate continue. Il est donc évident que savoir et croire ne sont pas la même chose. Évidemment. C'est ce que pense Gorgias. Il répond, c'est juste. Socrate continue. Cependant, ceux qui croient sont persuadés aussi bien que ceux qui savent. Ça, c'est important. Socrate nous dit qu'il y a des gens qui ont des croyances qui sont aussi persuadés que ceux qui ont des savoirs. Un enfant, quand on lui dit 2 plus 2, ça fait quoi? Quand il répond 5, il est persuadé. Il est aussi persuadé que celui qui sait que 2 plus 2 sont égales à 4. Et donc cette erreur, eh bien, qui fait que ceux qui croient sont aussi persuadés que ceux qui savent, Gorgias la corrobore. Il nous dit oui, c'est vrai, il y a des gens comme ça. Conversation continue, Socrate prend la parole. Il va poser une question. Veux-tu que nous admettions 2 sortes de persuasions? L'une qui produit la croyance sans la science, et l'autre qui produit la science. Réponse de Gorgias, parfaitement. On voit où Socrate veut en venir. Gorgias nous avait dit que la rhétorique, c'était l'art de la persuasion. Il va poser une question encore. De ces 2 persuasions, quelle est celle que la rhétorique opère dans les tribunaux et les autres assemblées relativement au juste et à l'injuste? Est-ce celle d'où naît la croyance sans la science ou celle qui engendre la science? Réponse de Gorgias. Il est bien évident, Socrate, que c'est celle d'où naît la croyance. Donc là, Gorgias nous dit que la rhétorique se moque de la vérité. La persuasion qu'elle produit, c'est celle d'où vient la croyance et pas la science. Ce qui nous éloigne encore une fois de la justice. Nous avions dit tout à l'heure qu'il y avait une incohérence dans la pensée de Gorgias qui nous disait que la problématique, l'objet de la rhétorique, c'était le juste et l'injuste. Cette incohérence, c'était le fait que, puisqu'il voulait faire des médecins ou des pétrotribes, ou en fait de tout le monde, ses esclaves, il était dans l'injustice. Il y avait une incohérence. Là, encore une fois, il y a une incohérence. Enfin, par rapport à la notion de justice. C'est-à-dire, si la persuasion que produit la rhétorique, c'est celle de naît la croyance, on est loin de la justice. On est loin du vrai, du bien et du beau. L'orateur, le sophiste, eh bien, ne s'embarrasse pas de la vérité, n'hésitera pas à mentir. Ce qu'il veut, c'est persuader. Donc le vrai, le bien, le beau, ça ne le concerne pas. Le faux, le mal et le moche, ça ne le dérange pas. Il peut s'engager là-dedans. Ce qui n'a rien à voir avec la justice. Donc la problématique de la rhétorique, du sophisme, elle est liée à ces notions, on l'a dit. Justice, science, religion, vérité. Et on voit que l'orateur, le sophiste, eh bien, en vérité, est une personne injuste qui produit une espèce de religion, en quelque sorte, du mensonge, où il s'éloigne totalement de la vérité et de la science pour persuader, pour obtenir l'adhésion de ses victimes, comme un gourou, comme bien des politiciens de notre époque. La rhétorique, donc, produit une persuasion, c'est celle d'où naît la croyance.
Socrate continue. À ce compte, l'orateur n'est pas propre à instruire les tribunaux et les assemblées sur le juste et l'injuste. Il ne peut donner que la croyance. Socrate vient de montrer à Gorgias son incohérence. C'est son art. Il pose des questions aux gens jusqu'à leur montrer leur incohérence. C'est ça la maïotique, l'art d'accoucher les esprits. Or, à ce stade de l'accouchement, Gorgias fait preuve de mauvaise foi et dit bah non. Il dit bah non. Et donc, ça aussi je vais le mettre en perspective, j'avais oublié de le souligner, je vais mettre un petit coup de crayon. Donc oui, il fait preuve de mauvaise foi. On verra que c'est pas le pire de tous les sophistes. On verra ça dans une prochaine vidéo, parce que ça fait déjà une demi-heure que je parle, et que c'est très long. Donc quand on parlera de Polos et de Calliclès une prochaine fois, on verra qu'ils sont bien pires encore que Gorgias, qui pourtant est déjà bien atteint. Alors, la question c'était quoi? On avait dit que ça c'était lié à une des questions de HLP. La question 8 dans ce manuel aux éditions Astier. Est-il raisonnable de croire sur parole? On peut répondre un peu à cette question. On peut répondre que non. À quel titre? Eh bien, nous avons devant nous une personne, nous faisons émerger devant nous le vestige d'une personne, Gorgias, grâce aux écrits de Platon. On voit que ce Gorgias nous dit, droit dans les yeux, qu'il n'hésitera pas à faire preuve de mauvaise foi, à mentir, pour persuader, faire des autres ses esclaves. Sur cette base, il n'est pas raisonnable de croire sur parole. Lui, la vérité, c'est pas sa problématique. Il ne s'embarrasse pas, on l'a dit, du problème du vrai, du bien, du beau. Donc sur cette base, sur son témoignage, on peut dire qu'il n'est pas raisonnable de croire sur parole. Première réponse à une des questions posées par la discipline de HLP. Incohérence, on vient de montrer l'incohérence qui existait en Gorgias. Il est incapable d'instruire sur le juste et l'injuste. Continuons. On va voir maintenant une séquence qui est liée à la fiche 7 de cet ouvrage. Fiche 7 qui est introduite par une question: d'où vient l'autorité d'une parole? D'où provient l'autorité d'une parole? Évidemment, l'ouvrage propose une réponse. Vous pouvez aller la voir, c'est un très bon ouvrage. Mais nous, on va essayer de produire une réponse en s'appuyant à nouveau sur les propos de Gorgias, sur la conversation entre Gorgias et Socrate. Donc, d'où provient l'autorité de la parole? Socrate va prendre la parole. Il va inviter Gorgias à quelque chose à nouveau. Examinons, lui dit-il, la portée de nos opinions sur la rhétorique. Car pour moi, je n'arrive pas encore à préciser ce que je pense. Lorsque la cité convoque une assemblée pour choisir des médecins, des conducteurs de navires ou quelques autres espèces d'artisans, ce n'est pas, n'est-ce pas, l'homme habile à parler que l'on consultera, car il est clair que dans chacun de ces choix, c'est l'homme le plus habile qu'il faut prendre, l'homme de métier. Ce n'est pas lui non plus, l'orateur, que l'on consultera s'il s'agit de construire des remparts ou d'installer des ports ou des arsenaux, mais bien les architectes. Donc là, on voit une réponse de Socrate. L'autorité de la parole provient de la compétence. Il est en train de nous dire que quand la cité convoque une assemblée pour choisir des médecins, des constructeurs de navires ou n'importe quel artisan, ce qui doit motiver le choix, c'est l'expertise, la compétence. C'est de l'expertise, de la compétence, autrement dit, bien de la vérité, de la science, que doit provenir l'autorité de la parole dans la perspective de Socrate. C'est les notions qu'on a vues précédemment. Il interroge quand même Gorgias et lui demande quel est ton avis sur la question. Est-ce que l'orateur est capable d'être choisi? Voilà.
que gagnerons-nous, Gorgias, si nous suivons tes leçons? Sur quelle affaire serons-nous capables de conseiller la cité? Sera-ce uniquement sur le juste et l'injuste, ou aussi sur les sujets mentionnés tout à l'heure? Essaye donc de leur répondre. Essaye donc de répondre. Essaye donc de leur répondre. C'est écrit comme ça parce qu'on est dans une assemblée, donc il y a plein de gens qui assistent à la conversation, et Socrate introduit bien les personnes présentes dans l'auditoire dans sa question. Essaye donc de leur répondre. Tout le monde se pose la question. On se pose la question. Qu'est-ce que va répondre Gorgias? Je vais essayer de te répondre. Clairement. La puissance de la rhétorique dans toute son ampleur. Pardon, je vais essayer de te dévoiler clairement la puissance de la rhétorique dans toute son ampleur. Car tu m'as toi-même fort bien montré la voie. Tu sais, je pense, que ces arsenaux et ces remparts d'Athènes et l'organisation des ports sont dus en partie au conseil de Thémistocle, en partie à ceux de Périclès et non à ceux des hommes de métier. Donc ici, Gorgias se réfère à un moment historique et dit, Gorgias, tu sais très bien qu'il y a des orateurs qui ont réussi à persuader l'Assemblée, et que donc ce ne seront pas forcément les gens compétents sur les questions qui vont être écoutées. Voilà, c'est ça la réponse de Gorgias. Regarde en arrière, tu vois bien que les arsenaux, par exemple, et les remparts d'Athènes, sont dus en partie au conseil de Thémistocle et de Périclès. Donc voilà, regarde la puissance de la rhétorique. Il y a des orateurs qui sont capables de persuader, quand bien même ils seraient dans le mensonge, quand bien même ils seraient dans le mensonge, quand bien même ils seraient dans le faux, le mal, le moche. Bien. La conversation continue. Socrate est d'accord. C'est ce qu'on dit de Thémistocle, Gorgias. Il est d'accord, c'est vrai, il se souvient. Quant à Périclès, je l'ai entendu moi-même quand il nous conseilla la construction du mur intérieur. Donc il est d'accord. C'est vrai, ça s'est passé. Il y a des orateurs qui ont réussi à convaincre. Mieux que des gens compétents. Gorgias continue. Et quand il s'agit de faire un de ces choix dont tu parlais tout à l'heure, Socrate, tu vois que les orateurs sont ceux qui donnent leur avis en ces matières et qui font triompher leur opinion. Ils plantent le clou. Bam! Tu vois bien que c'est comme ça. Socrate rétorque. C'est aussi ce qui m'étonne, Gorgias. Et c'est pourquoi je te demande depuis longtemps quelle est cette puissance de la rhétorique. Elle me paraît en effet merveilleusement grande à l'envisager de ce point de vue. Socrate donc dit que c'est extraordinaire que finalement, le mal, le faux, le moche puisse mieux convaincre que le bien, le vrai, le beau. Que le mensonge, la persuasion puisse mieux convaincre que la compétence, la science. Ça l'étonne, il dit que c'est assez merveilleux, d'où interrogatoire. Gorgias continue. Que dirais-tu si tu savais tout? Si tu savais qu'elle embrasse pour ainsi dire en elle-même toutes les puissances, je vais te donner une preuve frappante. J'ai souvent accompagné mon frère et d'autres médecins chez quelques-uns de leurs malades qui recevaient de boire une potion ou de se laisser amputer ou cauteriser par le médecin. Or, tandis que celui-ci n'arrivait pas à les persuader, je l'ai fait moi-même sans autre art que la rhétorique. Ici, Gorgias, il nous dit que des médecins étaient moins capables que lui de persuader un malade d'accepter un traitement. Et le traitement est très radical, ça peut être l'amputation. Si on arrive à se laisser convaincre par un incompétent qu'il faut se laisser amputer, il y a un gros problème. D'où la nécessité d'être vigilant, d'avoir un esprit critique. J'en parlais au début, j'ai dit qu'il fallait peut-être une certaine orthodoxie dans la philosophie et se référer au fondateur pour définir quels sont les buts et les enjeux dans la philosophie. Cependant, il faut faire preuve d'esprit critique.
Ces exemples le prouvent. Un orateur habile, nous dit Gorgias, est capable de convaincre une personne de se laisser amputer. C'est très grave. C'est une autorité de la parole qui provient peut-être du mensonge plutôt que de la vérité. C'est très grave. Gorgias continue qu'un orateur et un médecin se rendent dans la ville que tu voudras. S'il faut discuter dans l'assemblée du peuple ou dans quelques autres réunions pour décider lequel des deux doit être élu comme médecin, j'affirme que le médecin ne comptera pour rien et que l'orateur sera préféré s'il le veut. Et quel que soit l'artisan avec lequel il sera en concurrence, l'orateur se fera choisir préférablement à tout autre, car il n'est pas de sujet sur lequel l'homme habile à parler ne parle devant la foule d'une manière plus persuasive que n'importe quel artisan. Telle est la puissance et la nature de la rhétorique. Donc voilà. Autant l'autorité de la parole pour Socrate, provient de la compétence, autant, selon Gorgias, l'autorité de la parole, elle provient simplement de l'habilité à parler, et un incompétent peut faire plus autorité qu'une personne compétente, ce qui est très grave. Et ça se voit tous les jours en politique, à tous les niveaux, dans tous les pays. Un incompétent, je dirais une personne sans sagesse. L'absence du vrai, du bien, du beau en politique, c'est quelque chose qu'on constate tous les jours. On n'est pas du tout dans le domaine de la spiritualité, très très loin. Le politique est à des kilomètres de la sagesse et de la spiritualité. Et c'est sans doute grâce à cette capacité oratoire, malheureusement. La conversation, elle continue. Gorgias, il va nuancer son propos, ce qui va le rendre encore incohérent à mes yeux. Il va dire: toutefois, Socrate, il faut user de la rhétorique comme de tous les autres arts de combat. La rhétorique est un art de combat. Ceux-ci, en effet, ne doivent pas s'employer contre tout le monde indifféremment, et parce qu'on a appris le pugilat, le pancras, l'escrime avec des armes véritables, de manière à s'assurer la supériorité sur ses ennemis et ses amis, ce n'est pas une raison pour battre ses amis, les transpercer et les tuer. Le pugilat, c'est une forme de boxe, le pancras, c'est une forme de lutte. C'est pas parce qu'on connaît toutes ces disciplines martiales qu'on doit les utiliser, nous dit Gorgias. Par moins, il y a un petit peu de sagesse chez Gorgias. Ou est-ce de l'hypocrisie? Au regard de tout ce qu'il nous a dit précédemment, on pourrait supposer que c'est de l'hypocrisie, ça serait assez légitime. Ce n'est pas une raison non plus, nous dit-il, par Zeus, parce qu'un homme qui a fréquenté la palestre et qui est devenu robuste et habile à boxer aura ensuite frappé son père et sa mère ou d'autres parents ou amis. Ce n'est pas, dis-je, une raison pour prendre en aversion et chasser de la cité les pédotribes et ceux qui montrent à combattre avec des armes. Car si ces maîtres ont transmis leur art à leurs élèves, c'est pour en user avec justice contre les ennemis et les malfaiteurs, c'est pour se défendre et non pour attaquer. Mais il arrive que les élèves, prenant le contre-pied, se servent de leur force et de leur art contre la justice. Ce ne sont donc pas les maîtres qui sont méchants, et ce n'est point l'art non plus qui est responsable de ces écarts et qui est méchant, c'est à mon avis ceux qui en abusent. Donc maintenant, Gorgias nous dit, la rhétorique c'est un art de combat, comme la boxe, le pancras, et il ne faut pas chasser le professeur de boxe ou de pancras de la cité sous prétexte que son élève a commis des crimes. Donc dans le même ordre d'idée, il ne faut pas chasser le professeur de rhétorique, le sophiste de la cité, sous prétexte que l'élève a commis des crimes. Il faudrait utiliser la rhétorique, l'art oratoire, exclusivement pour se défendre, à l'instar du pugilat ou du pancras. Ça a l'air d'être une parole sage, l'idée que le pancras ou le pugilat ne doit être utilisé que pour se défendre. Cependant, est-ce qu'on peut vraiment faire le parallèle avec la rhétorique? Il y a peut-être des situations où il est sage d'utiliser la rhétorique pour se défendre, mais si c'est au détriment du vrai, du bien, du beau, on n'est pas quand même dans la situation de la justice. Et si l'art oratoire permet d'être choisi plutôt qu'un expert, on n'est pas dans une situation de self-défense. Si c'est au détriment du bien commun que l'on est choisi, on n'est pas dans une situation de défense, on est dans une situation d'escroquerie, d'abus de confiance. Donc, si on prend le propos de Gorgias coupé de son contexte, on pourrait dire qu'il y a peut-être quelque chose de raisonnable dans son propos,
Mais si on le met en rapport avec tous les propos précédents, on a du mal à se dire qu'il est en train de nous donner une définition cohérente de la rhétorique, une définition sincère. On est plutôt en droit de se dire, tiens, il a senti qu'il s'était fait contredire par Socrate, et il tente un dernier recours, eh bien, pour sauver son honneur avec cet argumentaire. Puisqu'il est injuste d'utiliser la rhétorique, l'art oratoire, contre un expert pour être choisi à sa place, l'argument qui dit que l'art oratoire est un art de défense n'est pas pertinent. Donc, Gorgias va continuer et va nous dire qu'on doit porter le même jugement donc sur la rhétorique que le jugement porté sur l'art, sur le pugilat ou sur le pancrace, les arts de combat. Sans doute l'orateur est capable de parler contre tous et sur toute chose de manière à persuader la foule mieux que personne sur presque tous les sujets qu'il veut. Mais il n'est pas autorisé pour cela à dépouiller de leur réputation les médecins ni les autres artisans sous prétexte qu'ils pourraient le faire. Au contraire, on doit user de la rhétorique avec justice comme de tout autre genre de combat. C'est peut-être le moment où il est raisonnable. Il y a quand même une science du discours qui permet de présenter ses idées d'une façon adaptée. Et comment dire, l'expert, par exemple le médecin, l'artisan, eh bien, ce ne serait pas forcément une mauvaise chose qu'ils apprennent l'art de présenter les choses convenablement, afin d'exprimer leur idée convenablement, et afin de permettre à autrui de comprendre les enjeux qui sont autour de leur métier. Donc, il pourrait y avoir une façon de pratiquer l'art oratoire juste, c'est pas celle de Gorgias, mais à propos de Gorgias, eh bien, qui pourrait être raisonnable. Petit bruit de voiture, enfin de voiture, pompier peut-être, de police, je sais pas le distinguer. On laisse passer et on continue. Bon, Socrate va prendre la parole. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'art de Socrate c'est la maïotique, l'art de poser des questions, l'art d'accoucher des esprits, l'art de montrer les contradictions, eh bien, des gens, leur montrer leurs contradictions, leur incohérence. Qu'est-ce qu'il va dire à Gorgias ? En ce moment, tu me parais exprimer des idées qui ne concordent pas tout à fait et ne sont pas en harmonie avec ce que tu as dit d'abord de la rhétorique. Aussi, j'hésite à te réfuter, j'ai peur que tu te mettes en tête que si je parle, ce n'est pas pour éclaircir le sujet, mais pour te chercher chicane à toi-même. Si donc tu es un homme de ma sorte, je t'interrogerai volontiers, sinon je m'en tiendrai là. Donc il va lui dire, est-ce que je peux continuer de discuter avec toi? Je vais te contredire, t'es ok avec ça? Il est délicat. Puis il va parler de lui, Socrate. De quelle sorte suis-je donc? Je suis de ceux qui ont plaisir à être réfutés s'ils disent quelque chose de faux. Et qui ont plaisir aussi à réfuter les autres quand ils avancent quelque chose d'inexact. Mais qui n'aiment pas moins à être réfutés qu'à réfuter. Je tiens en effet qu'il y a plus à gagner à être réfuté, parce qu'il est bien plus avantageux d'être soi-même délivré du plus grand des maux que d'en délivrer autrui, car à mon avis, il n'y a pas pour l'homme rien de si funeste que d'avoir une opinion fausse sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Si donc tu m'affirmes être dans les mêmes dispositions que moi, causons. Si au contraire tu es d'avis qu'il faut en rester là, restons-y et finissons la discussion. Réponse de Gorgias. Mais moi aussi, Socrate, je me flatte de ceux dont tu as tracé le portrait. Donc Socrate, il nous dit, moi, ce que je préfère, c'est la vérité. Si on doit me réfuter, je veux qu'on me réfute. Je préfère être corrigé qu'être resté dans l'erreur. Je vais regarder si la caméra est encore allumée. Ok, il nous reste un petit peu de temps. Oui, Socrate, il pense qu'il vaut mieux être réfuté qu'être dans le mensonge, c'est cohérent. Socrate, on l'a dit, c'est un fondateur de la philosophie. C'est pour ainsi dire le premier philosophe dont on ait des traces écrites. Et je disais qu'il y avait une certaine orthodoxie qui obligeait toute personne qui se revendiquait de la philosophie ou
qui voulait parler au nom de la philosophie, qui obligeait toutes ces personnes à se référer à Socrate. Socrate, c'est un peu le personnage conceptuel représentatif, représentant de la philosophie. Il est un porteur de l'orthodoxie d'une philosophie. Et lui, il nous dit, mieux vaut être réfuté et être corrigé que dire de la bêtise. Je suis ce genre de personne. Il demande à Gorgias, es-tu ce genre de personne? Es-tu prêt à ce que je te réfute? Gorgias lui dit oui. Il l'avait un peu fait précédemment, puisqu'il lui a dit, j'entends des incohérences dans ton propos. Donc, on est toujours sur la question 7, d'où provient l'autorité de la parole? Qu'est-ce que va dire Socrate? Écoute donc, Gorgias, ce qui me surprend dans tes discours. Peut-être avais-tu raison et t'ai-je mal compris. Tu es capable, dis-tu, de former un orateur si l'on veut suivre tes leçons? Réponse oui. Et de le rendre propre, quel que soit le sujet, à gagner la foule, non en l'instruisant, mais en l'en persuadant. Réponse parfaitement. Tu disais tout à l'heure que même en ce qui regarde la santé, l'orateur est plus habile à persuader que le médecin. Réponse oui. Au moins devant la foule. Réponse de Gorgias. Socrate. Devant la foule? C'est-à-dire devant ceux qui ne savent pas. Car devant ceux qui savent, l'orateur serait certainement moins persuasif que le médecin. Réponse de Gorgias, c'est vrai. Alors, dans cette séquence, eh bien on l'a dit précédemment et on le redit encore maintenant, la rhétorique c'est un art de persuader devant une assemblée, devant un tribunal, devant une foule. Mais devant une foule de quoi? Une foule d'ignorants. On a une définition du populisme qui découle de cette phrase. La rhétorique, c'est l'art de convaincre les ignorants. Le populisme, c'est l'art de convaincre les ignorants. Le non-médecin sera convaincu par l'orateur sur un sujet relatif à la médecine mieux que par le médecin d'après Gorgias. Par contre, d'après Gorgias, eh bien, l'orateur sera incapable de convaincre des médecins sur le sujet de la médecine. Donc là, on a une petite définition du populisme. Socrate continue. Pour que tu puisses faire de quelqu'un un bon orateur, il est indispensable qu'il connaisse ce que c'est le juste et l'injuste, soit qu'il l'ait appris avant, soit qu'il l'ait appris à ton école. Réponse de Gorgias, cela est certain. Mais quoi? Celui qui a appris la charpenterie est-il charpentier ou non? Réponse, oui. Et celui qui a appris la musique n'est-il pas musicien? Réponse, si. Et celui qui a appris la médecine, et le même principe ne s'applique pas à tout autre art. Celui qui a appris un art n'est-il pas tel que le fait la connaissance de cet art? Réponse, si. À suivre ce principe, celui qui a appris la justice est donc juste? Réponse, sans aucun doute. Mais le juste fait des actions justes? Réponse, oui. C'est donc une nécessité que les hommes formés à la rhétorique soient justes, et que le juste veuille faire des actions justes? Réponse, apparemment. Par conséquent, l'orateur ne voudra jamais connaître une injustice? Réponse, il apparaît que non. Maintenant, te rappelles-tu avoir dit tout à l'heure qu'il ne faut pas s'en prendre aux pédotribes ni les chasser de la cité? Si le boxeur se sert de la boxe pour faire du mal, et pareillement que l'orateur fait un mauvais et pareillement que si l'orateur fait un mauvais usage de la rhétorique, ce n'est pas le maître qu'il faut accuser ni chasser de la cité, mais bien le coupable qui a fait un mauvais usage de la rhétorique. As-tu dit cela, oui ou non? Réponse, je l'ai dit. Mais ne venons-nous pas de voir à l'instant que ce même homme, l'orateur, est incapable de commettre jamais une injustice, n'est-ce pas vrai? Si, évidemment. Mais au début de notre entretien, Gorgias, il a été dit que la rhétorique avait pour objet le discours, non pas ceux qui traitent du père ou de l'impair, mais ceux qui traitent du juste ou de l'injuste, n'est-ce pas? Réponse oui. Quand j'ai été entendu affirmer cela, j'ai cru, moi, que la rhétorique ne saurait jamais être une chose injuste, puisque ces discours roulent toujours sur la justice. Mais quand peu après tu as dit que l'orateur pouvait aussi faire de la rhétorique un usage injuste, cela m'a surpris, et considérant le désaccord qui était dans tes discours, j'ai fait cette déclaration que si tu croyais comme moi qu'il est avantageux d'être réfuté, il valait la peine de continuer la discussion, qu'autrement il fallait laisser tomber. Puis, après examen, tu vois toi-même que nous reconnaissons au contraire que l'orateur ne peut user
injustement de la rhétorique ni consentir à être injuste. Où est la vérité là-dedans? Par le chien Gorgias, nous aurons besoin d'une longue séance pour la discerner exactement. Et c'est la fin de la partie 1. À ce stade, Polos va se mêler de la conversation. C'est une autre vidéo, parce qu'on est déjà à 1 heure de vidéo. Voilà. Petit à petit, on a suivi le cheminement, et puis on est allé jusqu'au moment où Socrate vient montrer à Gorgias son incohérence. Si la rhétorique, c'est l'art du juste et de l'injuste, il est impossible pour un orateur, un sophiste, eh bien, de commettre une injustice. Or, si, comme le dit Gorgias, il peut arriver à l'orateur de commettre l'injustice, et il y a une incohérence. Un orateur ne devrait jamais commettre d'injustice. C'est la contradiction existant en Gorgias que Socrate a montré à Gorgias. Et ce faisant, il a aussi montré eh bien, la valeur de la maïotique, qui est plutôt l'art de poser des questions pour accoucher les esprits. Et il a aussi montré eh bien, les valeurs qui doivent présider à la pensée philosophique. C'est le vrai, le bien, le beau qui doivent gouverner. La science, la vérité, pas du tout la croyance ni l'injustice. Voilà. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc du coup, qu'est-ce à dire? Il y a une des spécialités du nouveau bac qui est la discipline HLP. Humanité, littérature, philosophie. Un des objets d'étude de cette discipline, c'est les pouvoirs de la parole, déclinés en plusieurs sous-parties, l'art de la parole, l'autorité de la parole et les séductions de la parole. Elle-même déclinée en plusieurs sous-parties. Cette discipline, humanité, littérature et philosophie, elle veut rapprocher 3 choses, humanité, littérature et philosophie. Dans l'orthodoxie de la philosophie, l'art oratoire, le sophisme, est une chose qui est dénigrée par un des fondateurs de la philosophie, notamment à cause de propos de certains de ses contemporains, tels que Gorgias. Donc il est important, quand on étudie cette discipline HLP, de ne pas se laisser embarquer dans les travers des sophistes, et ne pas perdre de vue que dans HLP, il y a le mot philosophie. Donc, est-il raisonnable de croire sur parole au regard du témoignage de Gorgias? Non, il nous dit qu'on peut mentir. D'où provient l'autorité de la parole? D'après Socrate, de la compétence, mais d'après Gorgias, le mensonge peut faire autorité. Donc il s'agit d'être vigilant, d'avoir un esprit critique, de rester philosophe, et donc de ne jamais perdre de vue le vrai, le bien, le beau, pour ne pas se laisser, comment dire, séduire par les mensonges des sophistes. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On traitera encore le sujet de HLP dans une autre vidéo, toujours avec Gorgias, mais cette fois en se penchant sur les propos de Polos et de Calliclès. Bonne journée à vous.